Bonjour et bienvenue dans votre magazine dédié à l'innovation, à ses découvertes, mais aussi ses bouleversements. Alors on va commencer par s'intéresser à l'un d'entre eux dans le domaine du marketing et en particulier de l'emailing, qui est la star de la relation client. Alors que se passe-t-il quand l'emailing devient mobile first? Quelles sont les nouvelles questions qu'il faut se poser en termes d'utilisation, mais aussi d'efficacité? Ce sera le sujet de la séquence Mobile Business avec Jérôme Bouteiller qui est déjà installé en plateau avec moi. Et puis au cœur de cette émission, on va parler d'un autre renversement, on pourrait dire, dans la médecine. On va passer de la médecine de soins à la médecine prédictive. On l'appelle aussi la médecine du futur. Alors on est au tout début évidemment de cette aventure, mais on va découvrir quels en sont les progrès avec des spécialistes et des technologies passionnantes. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur les mesures d'ondes. Ça va bouger sur les mesures d'ondes de la 5G. On conclura cette émission évidemment avec un clin d'œil à une innovation. Celle-ci pourrait changer notre quotidien avec des robots autonomes chasseurs de trésors métalliques. Mais tout de suite, place au mobile business. C'est l'heure de notre chronique Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, qui, après nous avoir parlé de SMS, de push notification, encore de wallet marketing, eh bien, conclut son tour d'horizon des outils CRM, donc pour la relation client, avec le courrier électronique. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Effectivement, je voulais vous parler ce matin de la star du CRM, l'email ou son pendant business, c'est l'emailing qui fête cette année ses 50 ans. C'est en 1971. Qu'un informaticien américain, un certain Ray Tomlinson, a eu l'idée d'utiliser le arrobase pour créer une adresse électronique et donc créer ce fameux courrier électronique qui a rencontré un succès extraordinaire au cours des dernières décennies. On estime qu'aujourd'hui environ 4 milliards de personnes utilisent le courrier électronique. C'est un volume d'échanges quotidiens estimé à 300 milliards de courriers électroniques chaque jour. C'est 10 fois plus que le SMS. Et c'est un outil dont se sont emparées les entreprises, évidemment. Oui, effectivement, le courrier électronique et l'emailing, c'est un peu la voie de retour d'un site web et beaucoup d'entreprises y ont recours pour leurs relations clients. Mais c'est aussi un outil de prospection, les fameux courriers électroniques non sollicités, les spams. Alors, en France, le SNCD, qui suit un petit peu cette industrie, estime que 60 000 entreprises à peu près ont recours à l'emailing et qu'elles envoient environ 143 milliards de courriers électroniques à des fins professionnelles chaque année en France. C'est un chiffre en croissance d'environ 12%. Alors, une croissance qui est certainement très forte l'année dernière en raison de la pandémie. Et sur le plan financier, on estime que le chiffre d'affaires du secteur est de 110 millions d'euros, en croissance environ de 7% en 2020. Et c'est un canal qui a été évidemment donc rattrapé par cette révolution mobile. Oui, effectivement, selon des chiffres publiés récemment par Numberly, un autre acteur français de l'emailing, aujourd'hui, 59% des emails sont ouverts depuis un smartphone. C'est beaucoup plus qu'il y a 3 ans, puisque le smartphone était minoritaire encore en 2018. Et si on ajoute les tablettes, on arrive à peu près 2 tiers des emails qui sont aujourd'hui ouverts depuis un écran mobile. Le problème, c'est que les performances de l'emailing sont plus faibles. Sur ces écrans, on est à peu près à 10% sur un smartphone, 7% sur une tablette, alors qu'en général, les taux de réactivité étaient à plus de 15 ou 20% sur un ordinateur. Donc pour des commerçants, des marques qui voient leurs emails basculer sur mobile, ça pose évidemment un petit problème de performance et il faut redresser les taux d'ouverture, les taux de réactivité des emails sur mobile. Alors justement, comment pourrait-il être amélioré ces résultats? Alors il y a 3 pistes à suivre. La première, c'est de travailler sur la forme et d'adopter des emails qui sont responsives, qui vont facilement pouvoir se lire depuis un téléphone portable. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent sur les smartphones, on reçoit des emails qui sont pratiquement illisibles. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore fait ce travail de faire des emails responsives. Il faut aussi travailler sur le fond avec des textes plus courts, notamment l'en-tête, et des textes écrits aussi plus gros pour être facile à lire. Et puis il faut aussi travailler sur la légèreté des emailing, sur le poids des emailing, avec des emailing inférieurs aux mégaoctets. Il faut travailler aussi sur le poids des images. Selon le SNCD, un tiers des mobinautes n'arrivent pas à lire les images dans les emailings sur leur smartphone en raison de fichiers trop gros ou de temps de chargement trop long.
Enfin, il faut peut-être qu'il passe à la 5G. C'est pas une solution. L'emailing aussi se trouve en concurrence sur le mobile, j'imagine, avec les messageries instantanées. Oui, effectivement, l'email est en concurrence avec ses autres environnements conversationnels. Et là, c'est Médiamétrie qui avait publié récemment une étude assez impressionnante qui montrait que 27 millions de personnes utilisaient désormais les messageries instantanées et qu'elles faisaient jeu égal avec l'email. Et notamment, elles étaient même en avance auprès des populations les plus jeunes qui plébiscitent les messageries instantanées. Donc clairement, l'emailing doit se réinventer, l'emailing doit devenir mobile first s'il veut exister encore une cinquantaine d'années et fêter peut-être son centenaire en 2071. Alors, on enchaîne avec 3 news dans ce secteur du mobile, à commencer par les dépenses dans les applications qui explosent. Oui, ce sont des chiffres publiés par Appenny qui nous indiquent que 32 milliards de dollars ont été dépensés sur le seul premier trimestre 2021. C'est à peu près 550 millions pour le marché français. Et c'est vraiment une croissance spectaculaire, plus de 40% d'une année sur l'autre. C'est le meilleur trimestre de tous les temps, selon Appenny. On a également une très forte hausse des volumes de téléchargement, 31 milliards, plus 10%. Et le temps passé dans les applications est estimé par Appenny à peu près 4 heures par jour au niveau mondial. C'est 30% de plus que l'année dernière. Donc vraiment, l'année de pandémie a vraiment fait basculer les usages, non seulement mobile first, mais aussi app first. Alors, autre chiffre, ce sont les finances de l'appli Tous Anti-Covid. Oui, alors on a malheureusement encore besoin de cette application. Et Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, a publié quelques chiffres intéressants. Il estime que le coût global de cette application était de 7 millions d'euros, 2,3 millions pour son développement, 4,7 millions pour sa promotion. Alors avec à peu près 15 millions de porteurs de l'application et 163 000 notifications qui ont été envoyées depuis sa création, on serait sur des coûts à l'installation de l'ordre de 50 centimes et des coûts à la notification de l'ordre de 50 euros, ce qui est considéré par les autorités françaises comme des coûts plutôt compétitifs et en tout cas inférieurs à ceux de nos voisins d'outre-Rhin en Allemagne qui ont des coûts légèrement supérieurs pour une application similaire. Bon, bonne nouvelle. On termine avec l'annonce d'un événement Apple. Ce sera le 20 avril. Et oui, un spécial event. On l'attendait fin mars, il aura lieu finalement le 20 avril, c'est officiel. Et le thème de cette conférence sera Spring Loaded. Donc le printemps arrive, on pourrait aussi dire le printemps chargé. Et beaucoup de marques du coup anticipent la sortie de nombreux nouveaux produits. Alors on voit un dessin qui semble avoir été dessiné au stylet. Donc on anticipe évidemment un nouvel iPad Pro. On peut aussi anticiper un nouveau boîtier Apple TV, un nouvel iPod. Peut-être aussi des Macs sous processeur Apple. Et soyons fous, les fameux AirTags dont on parle depuis déjà plusieurs mois. Que vous attendez avec impatience. Oui, bien sûr. Alors Samsung vient de présenter un modèle à peu près équivalent, mais effectivement, c'est porte-clés connectés, c'est ça dont il s'agit, pour être les stars de cet event Apple. Et ça permettrait de retrouver ces objets grâce peut-être à la réalité augmentée. Donc rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur des grandsmobiles.fr. Évidemment, on débriefera des annonces Apple la semaine prochaine dans Smart Tech. C'est l'heure maintenant de notre talk sur la médecine prédictive. Alors dans ce talk, on va parler des progrès de la médecine prédictive, qu'on peut aussi appeler la médecine du futur ou la prédiction très en amont qui pourrait nous éviter la maladie. On en parle donc avec Stéphane Ragusa qui est en plateau, docteur en biologie. Vous avez développé le thème de la prédiction du risque en milieu académique sur des cohortes de l'INSERM avant de créer PrediLife. Donc vous êtes aujourd'hui le PDG de cette société qui est pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction qui peuvent permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Et puis nous avons en visio 2 personnes. Jean-Marc Holder, cofondateur et vice-président de SecOne, qui est une société spécialisée dans l'analyse génomique dans le cadre de soins, de la médecine préventive ou personnalisée, et Gaël Constancin, président de Eye Virtual, qui est une start-up de la Deep Tech, spécialisée dans le traitement d'images et de l'intelligence artificielle. Elle est la première entreprise française à avoir développé une solution qui permet de réaliser un check-up santé à partir d'un simple selfie. On va commencer ensemble, Stéphane Ragusa, sur ce que j'ai appelé la médecine du futur. Ce futur, d'abord, il est proche, on y est déjà ? On y est déjà, en effet. Nous avons des tests aujourd'hui prédictifs de cancer du sein que nous avons lancés dans la région parisienne depuis 1 an. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez prédire, ou votre médecin peut prédire vos risques de principales maladies, de cancer du sein, par exemple,
pour savoir si pour vous, ça vaut la peine de commencer les examens, les mammographies par exemple à 40 ans, 45 ans, 50 ans, à quelle fréquence, voire quels examens supplémentaires vous pouvez avoir intérêt à faire, jusqu'à des échographies, des IRM. Donc c'est déjà quelque chose qui existe, qui va se généraliser en France et ailleurs, mais ça commence. Quel est le niveau de fiabilité, d'efficacité de ces prédictions ? Alors on arrive à prédire les cancers à peu près comme on arrive à prédire l'infarctus. Pour vous donner une image plus facile à visualiser, on comprend bien qu'avec le cholestérol, la tension, le fait de fumer, les artères s'encrassent plus ou moins et qu'on arrive à prédire l'infarctus. Eh bien, les cancers, on arrive à les prédire avec la même efficacité, avec des tests génétiques. C'est des maladies qui ne sont pas mécaniques comme l'est l'infarctus, la cardiologie, maladies plus complexes, mais on arrive à les prédire avec un même degré de fiabilité. Donc on arrive bien à distinguer les gens qui sont à haut risque des gens qui sont à bas risque et à sortir d'un niveau de gris. On va demander, je vais poser la même question à Gaël Constantin d'iVirtual. Est-ce que, selon vous, cette médecine prédictive, c'est la médecine déjà d'aujourd'hui ou ça reste encore la médecine du futur ? Alors non, c'est la médecine du futur, hein, c'est évident, parce qu'il y a tout un problème d'acceptation au niveau de la France et de l'Europe plus généralement sur ces notions de prédiction issues de l'intelligence artificielle telle que nous on va le faire chez iVirtual. Nous en fait on mesure des signes vitaux avec un simple selfie sur le visage d'une personne. Pour l'instant, donc nos objectifs chez iVirtual, c'est bien de mesurer ces signes vitaux de façon précise dans un premier temps, mais après d'enchaîner évidemment sur aller chercher dans ces signes vitaux de la prédiction de pathologie, de l'anticipation sur des signes faibles, des signes avant-coureurs, et comme ça, une personne pourrait chez elle pouvoir, dès qu'elle a le moindre petit symptôme, pouvoir faire ce check-up. Et donc notre outil permettra dans les prochaines années, hein, on parle bien de futur, d'aller chercher par exemple dans le rythme cardiaque des potentialités de pathologie, d'arythmie cardiaque, de fibrillation auriculaire par exemple. Vous avez prononcé le nom de l'intelligence artificielle et moi aussi quand j'ai présenté votre solution. Quel rôle jouera l'IA demain dans cette future médecine ? Elle sera essentielle, bien évidemment, pour pouvoir prédire l'avenir. Il faut regarder dans le passé. Donc, l'IA va se servir du passé, des bases de données qu'on crée, qu'on est en train de créer ou qu'on constitue. Et donc, l'intelligence artificielle, va pouvoir aller chercher dans ces bases de données-là des éléments de comparaison avec le présent pour pouvoir anticiper l'avenir. Donc nous, on utilise bien des bases de données sur de l'image de signes vitaux. C'est ça notre donnée principale. Et c'est là-dessus qu'on va aller regarder, donc sur ces grosses bases de données, quels sont les signes qui nous permettent de prédire une future pathologie. Donc l'IA sera bien évidemment primordiale, là où la France doit... L'enjeu, j'imagine, ça va être de constituer une base de données suffisamment importante pour entraîner les intelligences artificielles. On va donner la parole à Jean-Marc Holder de SecOne. Aujourd'hui, ce sont plutôt des grandes entreprises américaines qui effectuent des analyses génomiques. Oui, et comme l'a dit M. Constantin, le nerf de la guerre dans tout ce qui est prévention, c'est d'avoir beaucoup de données. Et aujourd'hui, les tests génétiques sophistiqués qui permettent vraiment de détecter tout ce qu'on cherche, notamment dans les cancers, sont effectués par des grosses entreprises américaines. Et nous, notre objectif, c'est de faire quelque chose qui est aussi performant, voire mieux, en analyse de données génétiques, et de permettre un déploiement à très grande échelle à des prix très très faibles. L'idée étant de constituer une base de connaissances qu'on pourra par la suite travailler avec de l'IA pour détecter des choses qui pourraient être utilisées ultérieurement pour la prédiction. Et pourquoi on doit se tourner vers des entreprises américaines ou anglaises d'ailleurs pour réaliser aujourd'hui ces analyses assez facilement et on ne peut pas le faire en France ? Justement, on essaye de corriger ce problème, mais c'est eux qui ont démarré, toutes les technologies de séquençage génétique ont été lancées en Angleterre ou en Amérique, et ils ont donc eu une certaine avance. Mais aujourd'hui, avec les technologies qu'on développe en France, notamment celle de SecOne et d'autres acteurs du secteur, on arrive à faire aussi bien, voire mieux que ces grands acteurs. Stéphane Ragusa, une réaction là-dessus ? Oui, on peut se demander pourquoi les Américains, pourquoi les Anglais sont en pointe là-dessus. C'est pour des raisons, je crois, assez politiques, idéologiques. La génétique suggère qu'il y a... Et non pas scientifique. Oui, la génétique suggère qu'il y a des différences entre les individus en fonction de l'origine. Et c'est des sujets extrêmement chargés idéologiquement. On constate que le pays qui régule le plus les tests génétiques au monde, c'est l'Allemagne.
pour des raisons assez évidentes. La France les régule aussi beaucoup. Distinguer les personnes en fonction de leurs origines, c'est un peu des idées d'ancien régime. Les principes républicains sont souvent invoqués contre ça. Les Anglais, par contre, autorisent les tests génétiques comme ça, sans prescription médicale. Il n'y a pas de Enfin là, on parle quand même de médecine préventive. Hein. On n'est pas en train de parler de différenciation entre des personnes dans une même population. De fait, à partir du moment où vous faites un test génétique, vous distinguez des gens en fonction de leurs origines. Et c'est implicite, même si ce n'est pas l'objectif de l'analyse, on comprend bien qu'elle soit régulée. En tout cas, je constate que ces questions historiques d'idéologie politique sont vraiment centrales. Et en matière de technologie, est-ce qu'on a réalisé aujourd'hui des progrès suffisants pour le proposer, ce type de test, à tout le monde ? Écoutez, aujourd'hui, le coût d'un test, d'un génotypage, pour vous par exemple, est autour de 100 €. Donc voilà, donc la technologie fonctionne, elle est fiable. Et à partir de là, qu'est-ce que j'obtiens comme information ? Alors vous obtenez, ou votre médecin obtient, votre risque de cancer du sein ou des principales pathologies. Et à partir de là, donc on peut savoir effectivement quelles sont les maladies pour lesquelles vous pouvez être sujette à événements dans les années qui viennent, et donc les dépister plus tôt. Voilà. Jean-Marc Holder, parce que vous êtes un peu dans des technologies proches, voire similaires, est-ce qu'on peut imaginer que demain, ça évite de tomber malade, de réaliser ces tests, puisqu'on va pouvoir prédire des risques, et est-ce qu'on peut les éviter ? Oui, enfin, l'idée c'est ça, c'est-à-dire on découvre de plus en plus de couplage entre des maladies et le patrimoine génétique d'un patient. Donc en comprenant des faiblesses dans ce patrimoine, on peut anticiper un certain nombre de choses. Évidemment, certaines maladies sont provoquées par des choses dans le choix de vie du patient, mais ça permettra de prédire de plus en plus de choses et donc de prendre des mesures pour éviter que les gens tombent malades. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été effectuée en Australie qui avait regardé l'impact sur le système de soins de déployer largement tout ce qui est des tests de prédiction. Ils ont découvert que si on arrivait à généraliser les tests, ça pourrait non seulement améliorer le niveau de santé de la population entière, mais aussi réduire les coûts de la santé. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Alors j'aimerais en savoir un petit peu plus aussi sur ce selfie qui permet de déterminer notre état de santé. Gaël Constantin, qu'est-ce que vous appelez les signes vitaux ? Qu'est-ce que vous regardez sur cette photo ? Alors nous, en fait, chez iVirtual, on va vraiment utiliser une technologie qui va nous permettre de regarder le volume du sang qui bouge derrière les tissus du visage. Et donc notre matière première, entre guillemets, c'est le signal cardiaque. Nous, toute notre technologie va aller chercher des informations dans ce signal cardiaque qu'on arrive à voir en temps réel, hein, donc pendant ce selfie-là de 30 secondes. Et donc après, en analysant ce signal cardiaque, on va pouvoir extraire des différentes informations comme la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la tension artérielle, le niveau de stress, la variabilité cardiaque. Et dans l'avenir, donc c'est des projets là, de 2022, on va aller détecter dans le signal cardiaque les pathologies comme la fibrillation auriculaire, les troubles du rythme assez fréquents qui sont source d'AVC, et qui, s'ils sont prédiagnostiqués, permettent d'éviter d'aller vers l'AVC, qui a un coût pour la société à peu près 5 fois supérieur que le traitement d'une fibrillation détectée en amont. D'accord, donc c'est plutôt sur le cardiaque que vous intervenez. Il n'y a pas vous n'imaginez pas remplacer, vous substituer par exemple à la prise de sang, pour savoir si on manque de fer, de calcium, je ne sais. Non, pas du tout. Par contre, les limites en fait de notre techno sont pas encore bien définies. On peut aller chercher d'autres signes vitaux qui vont pouvoir être mesurés dans la couleur des tissus sanguins. Donc voilà, on parle de glycémie, pourquoi pas de quantité de fer dans le sang. C'est des sujets, on va dire, de recherche de deep tech, de recherche assez profonde, mais qui seront menés dans les prochaines années. Pour l'instant, on se focalise sur les 4 premiers signes vitaux qu'on veut certifier CE pour les amener sur le marché donc de la télémédecine. Alors quand on arrive avec ces nouvelles technologies pour une médecine prédictive, une médecine plus personnalisée, on va chercher d'abord à convaincre qui ? Alors d'abord les médecins et ensuite les patients. On constate, nous, dans notre domaine, qu'il y a une très bonne adoption de la part du corps médical. Ça vient un peu de notre historique, on est très enraciné dans le milieu académique. Les médecins savent que c'est le futur. Les patients le sentent aussi. Aujourd'hui, l'étape limitante, elle est plutôt administrative. Il faut installer ça dans le paysage. Quand un médecin passe du temps pour discuter de vos risques futurs avec de nouvelles technologies, il est face à des codes qui n'existent pas, donc il faut qu'il passe plus de temps, mais il ne peut pas le tarifer. La limite, elle est là.
La science est là, l'intérêt des médecins est là, les patients sont bien convaincus que c'est le futur. Il y a besoin d'une formation spécifique pour les médecins ? Oui, la loi en France oblige à ce que les médecins qui prescrivent des tests génétiques soient en lien avec des services hospitaliers de génétique. Voilà, donc ils doivent être formés, en tout cas accompagnés. Mais surtout, ce qui manque, c'est la partie administrative. Voilà, pour installer quelque chose de nouveau dans le paysage, dans l'écosystème réel, social, il y a tout un tas de choses qui... C'est-à-dire pouvoir, en fait, demander une consultation à son médecin, même si on n'est pas malade, finalement. Oui, vous pouvez demander cette consultation à votre médecin, mais il aura le même taux de remboursement que pour une consultation pour laquelle il va vous prescrire un traitement en 5 minutes. Alors que ça lui demande beaucoup plus de travail et de temps. Ah ben oui, on espère, ça va lui prendre beaucoup plus de temps pour discuter avec vous, savoir quel est votre mode de vie. Donc aujourd'hui, ces consultations existent, sont remboursées pour les personnes de plus de 70 ans en France. Parce que pour réaliser ces tests, comment ça se passe concrètement ? Donc il y a un questionnaire d'abord à remplir, c'est ça ? Un questionnaire très simple. Après, on vous propose, je ne sais pas si la caméra le voit. Ah bah super, si vous pouvez le mettre un petit peu plus haut comme ça. Voilà, on va pouvoir le montrer. On vous propose de prélever un échantillon de salive dans la joue, c'est tout à fait indolore. Ce kit de prélèvement salivaire est ensuite renvoyé dans un laboratoire et un mois plus tard, les résultats reviennent au médecin avec donc, les principaux risques de pathologie. Voilà le process. Donc il y a une première consultation pour informer le patient, recueillir son consentement et une deuxième consultation, qui peut être faite par visio bien sûr, pour lui annoncer les... Bon, bah donc ça semble assez simple et rapide finalement. Mais oui, c'est assez rapide, mais enfin ça prend un petit peu plus de temps quand même que d'habitude. Mais... D'accord. Alors, question pour Jean-Marc Holder. Avec ce type de médecine, donc où on est très en amont finalement, parce qu'on peut avoir une inquiétude du fait d'un passé dans notre famille, un passé médical, est-ce qu'on risque pas de créer des patients permanents, une société de patients permanents ? Non, mais c'est une bonne question. Moi, je suis britannique, donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a des approches ou d'un regard différent par pays. Hein. Comme on l'a dit auparavant dans l'émission, les tests de prévention et les tests prédictifs sont plus adoptés dans d'autres pays qu'ici. Mais de mon point de vue, le fait de savoir qu'on a une certaine fragilité, ça permet justement de prendre les mesures, d'être prévoyant et donc de réduire le risque de maladie. Donc au contraire, ça devrait réduire le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes qui sont malades. Donc c'est ça l'intérêt de la chose, de changer notre système de soins d'un système où on attend que les gens sont malades pour après appliquer des soins qui sont lourds et onéreux, vers quelque chose où les gens sont plutôt en bonne santé, mais prennent les bonnes précautions. Et Gaël Constantin, même question. Est-ce qu'on ne va pas créer une société anxiogène qui a peur du moindre risque ? Alors c'est déjà en ce moment la situation et le contexte y est favorable, mais si je peux sans arrêt me prendre en photo pour vérifier si tout va bien, c'est un petit peu inquiétant, non ? De surveiller sa santé à ce point-là. Les gens ont besoin d'être rassurés quand ils ont des symptômes. Donc nous, on propose un outil qui va leur permettre d'être rassurés de façon instantanée et sans avoir besoin de faire plus de démarches que ça, d'aller chez son médecin. Donc pour moi, ça va dans le sens, de toute façon, ça va dans l'air du temps. Hein, les montres connectées, les objets connectés qui permettent de relever son nombre de pas, son rythme cardiaque dans la journée. Tout ça, ça existe. Les gens se les approprient. Donc nous, on va aussi dans cette mouvance-là qui permet de ramener la médecine plus proche de la personne, en fait, qu'elle puisse contrôler elle-même quand elle veut faire un check-up, voilà, qu'elle n'ait pas besoin de faire des démarches particulières. Finalement, vos concurrents à tous les trois sont encore une fois les GAFA, parce que eux sont vraiment très en pointe sur la santé du futur. Ils sont aussi très présents sur la collecte de données de santé au quotidien des citoyens à travers les dispositifs connectés, mais même ne serait-ce qu'à travers le smartphone. Hein. Aujourd'hui, par défaut, il y a une application santé, par exemple. Comment est-ce que vous combattez ces concurrents qui ne sont pas du tout dans le champ médical ? Oui, alors les GAFA ont des données de santé. Ils n'ont pas les données de santé. Effectivement, dans votre smartphone, vous peuvent avoir votre nutrition, la photo de votre visage. Le jour où vous êtes malade, vous n'allez pas avertir Apple. Donc, ils ont des données sur les causes de maladie, mais ils n'ont pas un suivi avec les effets. Ils n'ont pas ce qu'on appelle, en termes académiques, des cohortes prospectives. Donc, ils ont des données sur des milliards de personnes, mais extrêmement partielles. Donc c'est un leurre de croire que les GAFA sont en pointe dans le domaine. Google avait lancé un portail il y a quelques années qui s'appelait Google Health Vault, la vallée de la santé Google. Ils l'ont arrêté. Ils n'ont pas les données. Et pour constituer une base de données en population saine, pour suivre des gens en recueillant leurs risques de maladie, les causes, donc leur mode de vie, et les effets, vous croisez des fichiers,
Et vous n'avez pas le droit de le faire en France, en Europe et même aux États-Unis si vous n'êtes pas une institution académique. Donc ces gens n'ont pas les données. Ceux qui ont les données, ce sont les institutions, les universités, l'INSERM en France, Harvard aux États-Unis. Et ceux qui peuvent lancer des services, ce sont ceux qui ont accès à ces données académiques. Voilà, donc moi je ne crains pas du tout la concurrence de Google, Apple, ça fait des années qu'ils parlent de ça. C'est très efficace en termes marketing, mais derrière, il n'y a pas de produit avec une utilité réelle. Une ambition quand même. Il y a des ambitions, il ne manque pas d'ambition, mais voilà. Mais derrière, non. Pour l'instant, on a encore les cartes en main. Ok. Jean-Marc Holder, je voulais aussi qu'on précise, parce qu'on parle de médecine prédictive, de prévention, de prédiction, on parle aussi de médecine personnalisée. Qu'est-ce que c'est la médecine personnalisée? Parce que ça semble le cas déjà aujourd'hui, quand je vais voir mon médecin, il s'intéresse à mon problème en particulier. Ouais, la médecine personnalisée, c'est ce qu'on appelle donner le bon traitement au bon patient au bon moment. C'est-à-dire, c'est vraiment de faire du sur-mesure plutôt que d'appliquer le même traitement à tout le monde. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un protocole, on dit vous avez telle et telle maladie, on vous traite de telle manière. Et dans le futur, on va peut-être regarder si vous êtes résistant à tel et tel médicament, si vous êtes sensible à ceci, ainsi de suite. Et en théorie, chaque patient aura un traitement vraiment unique et adapté à ses besoins. Et effectivement, l'avantage de faire ça, ce sera à la fois mieux soigner, avoir moins d'effets indésirables et globalement ramener la population à un niveau de santé élevé plus rapidement. Enfin, ça, c'est le rôle du médecin quand même, de personnaliser le traitement, de suivre les effets sur chaque patient. Oui, et justement, des sociétés comme Sequan qui analysent le patrimoine génétique d'un patient, on est un outil qui est à destination d'un médecin. On essaye d'informer le médecin sur toutes les spécificités de son patient afin qu'il puisse prendre des meilleures décisions. Et à la fin, c'est lui toujours décisionnaire. Donc, il y a des gens qui disent oui, mais est-ce qu'avec l'IA et tout ça, est-ce que le médecin va être marginalisé? La réponse est bien sûr non. Au contraire, il va être au centre du traitement, mais avec des informations plus complètes et meilleures. Vous confirmez, Stéphane Ragusa, le médecin, ça ne change pas du tout son rôle, sa position? Un petit peu. Alors, est-ce que la médecine est personnalisée aujourd'hui? Je prends l'exemple du dépistage du cancer du sein. On vous propose de faire un dépistage à partir de 50 ans tous les 2 ans. Oui. Bon, c'est personnalisé en fonction de l'âge. Enfin, on peut certainement aller plus loin. Voilà. Donc, le médecin, il personnalise en fonction de la connaissance qu'il a de vous. Donc, voilà, il peut connaître vos antécédents. C'est ce que j'allais dire. S'il y a des antécédents familiaux, peut-être qu'il y aura une décision qui sera prise, qui sera différente. Voilà. Donc, il peut personnaliser un petit peu. Et plus il aura d'informations sur vous, plus la décision sera personnalisée. Donc avoir une analyse génétique, par exemple, ou d'autres marqueurs sanguins, ça permet de mieux connaître le patient que l'on a en face et donc d'avoir une solution la plus personnalisée possible. Ils sont demandeurs aujourd'hui, les médecins, d'avoir ces nouveaux outils? Plus d'informations sur leurs patients? Alors, les généralistes, je dirais, ne sont pas forcément demandeurs. Ils sont écrasés de travail aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas forcément demandeurs de temps. Voilà. En plus, les spécialistes sont demandeurs, effectivement, de connaissances plus particulières. Mais voilà, ils sont demandeurs au sens médical, certes, mais ils sont freinés par un écosystème qui les empêche d'être demandeurs, d'être à l'affût des nouvelles innovations. Voilà. Gaëlle Constantin, je vous interroge aussi sur cette concurrence des GAFAM. Alors peut-être que sur la partie génome, analyse génétique, on a encore une marge d'avance. Mais enfin, sur les applications comme celles que vous proposez, par exemple, aujourd'hui, vous êtes en compétition directe avec eux? Alors non, pas du tout en fait, parce que nous, on va s'appuyer sur des bases de données qu'on doit constituer et qu'on constitue dans nos études cliniques à l'heure actuelle. Et ces bases de données doivent rapprocher en fait des vidéos de visage avec des données physiologiques prises par ce qu'on appelle des gold standards, hein, donc des outils de référence comme un ECG ou un oxymètre au doigt. Et nous, on crée nos propres bases de données parce qu'elles n'existent pas en fait. Donc les GAFA sont plutôt allés chercher le public sur du leisure, enfin du wellness, du bien-être. Nous, on va plutôt vraiment aller adresser le B2B, hein, donc les marchés de la e-santé. Et les GAFA n'y sont pas pour l'instant, voilà, parce que ces bases de données, il faut les constituer dans le cadre d'études cliniques qui coûtent très cher. Oui, parce qu'aujourd'hui, une montre, c'est faire un ECG, enfin, c'est sortir un électrocardiogramme.
Oui, complètement. Alors nous, en fait, avec notre outil, là, ce gros projet qu'on va porter sur les 2 prochaines années, l'idée, c'est vraiment de faire une mesure sur le long cours chez la personne, sur 1 heure ou 2 heures de son rythme cardiaque, pour pouvoir les détecter sur des signaux beaucoup plus longs, les pathologies. Quand vous avez une montre connectée, vous faites un ECG, donc ça dure peut-être 20 secondes. Vous n'allez pas faire un ECG pendant 2 heures. Donc nous, on va plutôt aller chercher de la mesure sur du long terme, sur du long cours, pour pouvoir aller vraiment identifier la pathologie cardiaque qui revient de façon très peu courante, donc on a peu de chances de capter. Bon, je suis très heureuse. C'est, je crois, une première pour moi d'avoir un plateau avec des personnes aussi optimistes face au GAFA. Merci beaucoup à Jean-Marc Holder, vice-président de SecOne, à Gaël Constancin, président d'iVirtual, et à Stéphane Ragusa, PDG de PrediLife, d'avoir fait le déplacement. Médecine prédictive, et donc les Français ont une place à prendre. On a les atouts pour y aller. Allons-y. Merci beaucoup. Juste après la pause, on parle encore santé. Cette fois, on va s'intéresser aux mesures d'ondes émises par nos smartphones. Ça va bouger dans ce domaine. Nous sommes de retour pour la suite de Smartech. Alors, c'est notre rendez-vous avec Stéphane Panetra, cofondateur PDG d'Artfy, un des rares experts internationaux dans la mesure des ondes électromagnétiques émises par nos smartphones et tous nos appareils connectés. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Je l'ai annoncé, ça va bouger. Donc, sur les mesures d'ondes, ça va bouger sur les mesures et sur les normes. Exactement. Et le mois d'avril en particulier, c'est un mois décisif pour la 5G, donc avec une transition normative qui est en train de s'opérer. À l'échelle en fait internationale. Donc sur les émissions des ondes émises par les téléphones portables en particulier. Donc les smartphones 5G. Exactement. Alors ce sera aussi applicable pour les ondes des technologies 2G, 3G, 4G. Mais cette transition arrive pour la 5G parce qu'il y a des enjeux spécifiques sur la 5G. Et alors que se passe-t-il concrètement? Qu'est-ce qui change? Concrètement, il y a une nouvelle norme qui a été publiée par un groupe international qui s'appelle l'IEC, un groupe d'experts, en 2019. Et qui est sur le point d'être intégré dans les textes législatifs de la Commission européenne. Et donc, en avril, une succession de réunions. Le processus est très complexe, mais en avril, il se passe des réunions très importantes qui vont permettre d'aller vers cette évolution réglementaire à l'échelle européenne. Donc là, en ce moment même, il y a des réunions pour faire évoluer les normes de mesure des ondes. Ah oui. Et c'est vraiment en avril, beaucoup de réunions sur ce sujet-là, avec à la fin du mois des orientations claires pour la Commission européenne d'intégrer des nouvelles normes beaucoup plus précises et efficaces. Et on s'oriente vers quoi ? Alors on s'oriente en fait vers cette nouvelle norme qui va finalement remplacer les anciennes finalement qui ont plein de limites, qui sont finalement dépassées, elles étaient exclusives technologiquement, elles ne permettaient pas de mesurer correctement notamment les émissions multiples de la 5G. Donc là l'idée c'est vraiment de changer de norme avec des normes beaucoup plus modernes qui ouvrent l'arrivée de technologies de mesure beaucoup plus sophistiquées pour soutenir la 5G en particulier. Et ce sera plus lisible aussi pour les utilisateurs ? Ah oui, alors ça va avoir tout un tas de conséquences positives sur ce marché qui évolue fortement et je vais y revenir juste après, mais ça va permettre à l'utilisateur d'avoir plus d'informations car son téléphone, avec ces nouvelles technologies, va pouvoir être testé individuellement. Alors, on va regarder aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que là, vous parlez de la réglementation européenne. Oui. On en est où de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple ? Eh bien, en Amérique du Nord, le Canada a anticipé ce mouvement en intégrant une partie de ce texte normatif nouveau dans sa propre législation. Les États-Unis étudient depuis fort longtemps cette démarche-là également et sont en avril sur le point d'annoncer la même chose que le Canada. D'accord. Donc, a priori, on va tous s'aligner sur... Il y a une tendance. Voilà. Et puis, l'Europe et les États-Unis, c'est les références pour tous les autres pays, parce que quand on regarde la législation internationale sur la mesure d'exposition aux ondes des terminaux mobiles, quasiment tous les pays du monde suivent soit la recommandation européenne, soit la législation des États-Unis, et l'appliquent dans leur propre pays. Donc ces deux grandes zones géographiques mondiales sont en train d'évoluer vers cette tendance, sur cette nouvelle norme, et les autres pays suivront prochainement. Bon, c'est une excellente nouvelle. En France, donc on a des actions aujourd'hui qui sont en cours ? Oui, parce que pour faire ce mouvement européen, la France se positionne également. Donc la France a depuis longtemps toujours supporté cette évolution normative avec cette nouvelle norme. Et des réunions en avril ont confirmé finalement cette position qui va donc être répercutée au niveau européen. Du côté de l'ANSES, par exemple ? Et l'ANSES, qui est l'Agence nationale de santé, ouais. Il y a un rapport
qui va être émis justement dans les prochains jours, alors que l'actualité est dense sur le sujet de l'exposition humaine aux ondes, un rapport sur l'impact potentiel de la 5G sur la santé. Vous savez ce qu'on peut y trouver dedans ? Alors, on va peut-être avoir des clarifications peut-être sur les femmes enceintes, sur les enfants, peut-être des clarifications sur le fait que ce n'est pas dangereux, mais il faut quand même avoir une distance de sécurité avec son téléphone, qui est recommandée. Donc, peut-être des clarifications vont être apportées là-dessus dans ce rapport. On a aussi l'Alliance française des industries du numérique qui bouge sur ce sujet. Oui, parce que, en fait, finalement, il y a un vrai mouvement global dans cette industrie de prise de conscience et de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Et finalement, cette nouvelle norme est une opportunité pour les industriels de tester mieux, de tester plus. Et l'Alliance française du numérique, donc la FNUM... Donc la FNUM ne freine pas, elle est plutôt demandeuse ? Oui, d'ailleurs, elle crée un comité de travail Ondes et Santé sur ce sujet-là, qui se relance et dont les premiers travaux débutent cette semaine. D'accord. Alors vous disiez que vous alliez y venir. Alors venons-y à ce que ça change pour les utilisateurs, la transparence, je ne sais pas, est-ce que le marquage sur les téléphones va être modifié ? Alors, en fait, à l'image de ce que fait l'Agence nationale des fréquences, il y a plus de contrôles qui sont réalisés. D'ailleurs, ils sont équipés d'un nouveau laboratoire avec cette nouvelle norme. Donc, il va y avoir plus de contrôles sur le marché. Plus de contrôles parce qu'il n'y a pas assez de tests réalisés en production. Donc il y a des dérives. Et ce qui va être avec cette nouvelle norme possible de réaliser, c'est qu'avec ces nouvelles techniques de mesure qui sont reconnues dans ces nouvelles normes, il va être possible de tester tous les téléphones qui sont mis sur le marché, mais également les mobiles reconditionnés. Il y a ce business model nouveau de la réparation des téléphones mobiles. On a tous eu l'écran cassé, etc. Qu'est-ce qu'il se passe sur les performances de ce mobile ? Là, il y a un trou dans la raquette d'un point de vue réglementaire. Qui va les tester quand ? Comment ça va fonctionner ? Eh bien déjà, il va y avoir des laboratoires, comme le laboratoire Nexio, le laboratoire français, qui supporte également cette nouvelle norme, qui teste des mobiles pour les reconditionner. Mais ça ne va pas être suffisant. Il va falloir également accompagner les industriels, en plus des essais de laboratoire faits par ce laboratoire-là, par exemple, des essais directement en ligne de production, de tous les produits reconditionnés, mais également les produits neufs, car pour des raisons industrielles, structurelles, il y a des déviations en production. Et d'ailleurs, la NFR l'observe en mesurant des mobiles au-dessus des seuils. Et ça va ralentir les chaînes de production ? Non, parce que grâce à cette nouvelle norme et les technologies de mesure qui sont associées, la mesure est devenue tellement rapide. Vous voyez qu'une mesure avant unitaire se faisait en 40 minutes, sachant qu'un téléphone mobile sort des chaînes de production toutes les 17 secondes. Impensable industriellement de tester, de ralentir les lignes de production à 40 minutes par téléphone. Donc là, le test désormais va se faire en quelques secondes, ce qui devient complètement compatible à la durée de production d'un téléphone mobile. Et donc, ça devient un coût pouillemesque, complètement négligeable par rapport à la garantie qu'il apporte de tester en production tous les téléphones avec cette nouvelle technologie et cette nouvelle norme. Bon, donc c'est que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Oui, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à de permettre aux consommateurs de constater, lorsqu'ils achètent un téléphone mobile, sur la boîte, sur le téléphone, que ce mobile, précisément, qui est dans cette boîte, a été testé. Merci beaucoup Stéphane Panetra pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes cofondateur et PDG d'Artfy. Merci Delphine. On passe à notre section Et demain des robots autonomes pour aller chasser nos trésors. À quoi ressemblera demain ? Chaque jour, Cécilia Séverine nous en montre un aperçu à travers ses trouvailles dans le monde de l'innovation. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau compagnon qui pourrait partir seul à la chasse au trésor, Cécilia. Oui, exactement. C'est un robot chasseur de trésors que je vous présente. Il s'appelle Basset Jones, en hommage à la fois au chien, chercheur, et puis aussi à Indiana Jones, évidemment, parce qu'on parle d'aventure, là, on peut le dire. Donc ce robot, il est français et autonome, vous l'avez dit. Il est destiné à remplacer les détecteurs de métaux classiques qui sont assez contraignants et puis qui sont plutôt réservés aux personnes qui ont l'habitude, aux connaisseurs, ceux qu'on appelle en fait les détectoristes. Alors ici, cette solution, elle s'offre à tout le monde parce que les commandes, elles se font depuis un smartphone. Et depuis un smartphone, on va pouvoir observer, fouiller, aller chercher des petits trésors dans n'importe quel terrain. Comment ça fonctionne ? Alors en fait, le robot, il a 4 roues motrices. Vous allez le voir à l'image fonctionner. Et à l'intérieur, il cache bien sûr un détecteur de métaux, évidemment, c'est-à-dire un disque dynamique et plusieurs capteurs pour enregistrer le signal magnétique. Il fonctionne sur batterie et sur son dos, il y aura, en fonction du développement, des panneaux solaires. Et puis pour commencer, l'utilisateur se connecte en Bluetooth avec l'application qu'on a vue à l'image, son appareil. Là, il va sur le terrain à fouiller, il indique la zone qu'il veut que le robot aille fouiller, il le lance
et il n'a plus qu'à apprécier le paysage. Alors il peut aussi le guider lui-même, un petit peu comme une voiture télécommandée. Mais il ressemble fortement. Il ressemble fortement à une voiture télécommandée, c'est vrai, mais il peut partir tout seul, il est véritablement autonome. Alors il faut savoir 2 choses quand même sur cet appareil, sur Bassett Jones. La première, c'est qu'il est géolocalisé. Donc quand on trouve un petit trésor, c'est enregistré sur le téléphone, on saura, ce sera mémorisé. Si par exemple on ne le récupère pas tout de suite et qu'on veut le laisser dans un coin. La deuxième chose, c'est qu'il est intelligent. Il y a de l'intelligence artificielle qui va permettre au robot de s'adapter, d'adapter son parcours en fonction du terrain, des obstacles et de la situation rencontrée. Et alors comment est entraînée cette intelligence artificielle ? Alors en fait, les robots, tous les Bassett Jones vont partager leurs données avec le serveur. L'intelligence artificielle n'est pas dans le dispositif, mais elle est sur un serveur. Ce qui permet que chaque expérience vécue par un robot sur un terrain, sur un franchissement de dune par exemple, ou alors un terrain un petit peu difficile à pratiquer, elle va être enregistrée, réévaluée, et ça en fera un retour d'expérience pour chaque Bassett Jones qui saura mieux affronter le terrain qu'il doit fouiller, ce qui va lui permettre à la fois d'être auto-apprenant, il va apprendre de ses propres erreurs au moment même où il est en train de parcourir le terrain, et en même temps il y a un véritable apprentissage collectif entre tous ces Bassett Jones, cette meute de Bassett Jones si j'ose dire, qui vont permettre une véritable exploration intelligente. Et alors comme un détecteur de métaux classique, il émet un petit signal sonore quand il trouve un trésor. Exactement, et puis en fait la solution elle recueille le signal magnétique, donc grâce à ces capteurs-là qui vont décomposer le signal, ils vont le transformer en série mathématique, et ensuite l'intelligence artificielle, les algorithmes vont grâce à ces données en déduire la profondeur de l'objet, la nature de l'objet, sa matière, et aussi la matière qui entoure l'objet. C'est très précis, et toutes ces informations, on les récupère directement sur notre smartphone. Donc plus besoin d'être hyper calé en signal magnétique pour comprendre ce qu'il se passe sous la Terre. Ni même de se déplacer pour rien. Est-ce que ce robot et toute cette technologie, elle est destinée aux chasseurs de métaux du dimanche ou à des professionnels ? Mais en fait, la cible, c'est tout le monde. Mais il y a un vrai enjeu, une vraie ambition pour les fabricants, c'est l'écologie. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que ça devienne un objet ludique et accessible à tous pour aller dépolluer les plages. Pas seulement chercher des trésors. L'idée, c'est qu'on puisse aller n'importe où, dépolluer les plages. Évidemment, on ne pourra pas aller tout à fait n'importe où. Pas question d'aller vider des trésors historiques les plages du débarquement en Normandie. Ce sera bloqué, l'accès est bloqué dans ces cas-là. D'accord, donc il y a une cartographie déjà. Il y a une cartographie, oui. Et c'est disponible à la vente ? C'est disponible à l'avance dans quelques mois. Pour l'instant, il y a plusieurs ambassadeurs qui sont en train de tester le dispositif, dont les concepteurs. Et la dernière fois qu'ils ont testé le dispositif, ces concepteurs, ils m'ont raconté qu'ils ont fait une très belle trouvaille. Ils ont trouvé une alliance dans un terrain. Et en fait, sur l'alliance, il se trouve qu'il y avait 2 prénoms avec une date de mariage. Et après quelques recherches et beaucoup d'entrain, ils ont réussi à retrouver les propriétaires qui avaient perdu depuis quelques années cette bague de fiançailles et à restituer ce souvenir magnifique histoire. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Ce sera le débrief et une grande interview.